Bonjour chers élèves, bienvenue dans ce premier cours vidéo que je vous propose. J'en ferai un de temps en temps, histoire d'illustrer un peu plus certains propos que vous pourriez avoir davantage de difficultés à comprendre uniquement par les documents. Et puis surtout, la thématique de ce cours s'y prêtait totalement. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, nous avons ensemble analysé cette carte et sa légende, qui a un peu une forme de frise chronologique, qui nous montrait en fait quelles sont les différentes alliances que les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre vont mettre en place afin de sécuriser une partie du monde, chacun de leur côté, afin d'étendre en fait même plus précisément leurs influences. On a donc les États-Unis qui vont rapidement faire un traité militaire avec une bonne partie de l'Europe, à savoir l'OTAN, et en même temps sécurise l'ensemble du continent via le traité de Rio, l'ensemble du continent américain je veux dire, et va aussi à différents endroits du monde essayer de s'implanter, que ce soit en Asie ou en Océanie. Par contre, en Afrique, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Et l'URSS qui étend son influence sur l'est de l'Europe et progressivement sur une partie de l'Asie, notamment la Chine, puis la Mongolie, la Corée du Nord ou encore le Vietnam, va se retrouver en quelque sorte entourée par les alliances des États-Unis qui vont essayer d'endiguer le communisme. Et je vous avais dit qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les deux pays entrent en fait dans ce qu'on appelle la guerre froide. Pourquoi froide? Parce qu'ils ne vont jamais s'affronter directement. En Corée ou au Vietnam, les États-Unis vont affronter des troupes qui sont soutenues, financées, armées par l'URSS, mais pas des soldats russes. Et de 79 à 89, lorsque l'URSS tentera d'envers l'Afghanistan, les Moudjahidines, les guerriers afghans, seront eux financés et entraînés par la CIA. C'est pour ça donc qu'on parle de guerre froide, parce qu'elles n'éclatent jamais vraiment directement entre les deux pays, même si on a des périodes de tension, comme la crise des missiles de Cuba dont on avait parlé à la fin de l'heure la dernière fois. Et donc ce conflit va évidemment être idéologique sous toutes ses formes, à la fois sous la forme de guerre, que ce soit les communistes du RSS qui vont soutenir des pays qui veulent parfois par les armes adhérer à leur régime, et les Américains donc qui eux vont de leur façon aider soit combattre, soit aider les populations, ou de l'autre côté on a aussi une lutte idéologique à travers les arts. C'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque je vous propose dans cette séance 3 intitulée Deux superpuissances opposées, une problématique qui s'intitule La guerre froide, un affrontement idéologique à travers les images. Vous doutez bien que oui, mais nous allons voir plus en détail comment. Et forcément, autant prendre des icônes lorsqu'il s'agit de traiter ce type de questions. Et Captain America se montrait totalement adéquat pour cet exercice. C'est un personnage qui était quand même relativement peu connu avant une dizaine d'années. Beaucoup de gens savaient qu'il existait, mais vous voyez juste en lui une espèce de caricature des États-Unis. Mais c'est vraiment avec les films Marvel que le personnage va vraiment s'ouvrir à un grand public hors États-Unis. Donc Captain America, le Capitaine Amérique, qui est créé en décembre 40, disparaît dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Les comics de manière générale, pour ce qui est des super-héros, ben, ça s'amenuise, peu survivent vraiment. Et Captain America va avoir une tentative de relance dans les années 50 qui va juste durer quelques numéros, où il devient adversaire du communisme, ou comme nous le dit l'affiche, un commie smasher, un casseur de coco. Donc, ce comics en question, c'est Captain America 78, écrit par Stan Lee. Alors, sans doute que Stan Lee, vous visualisez maintenant, c'est ce monsieur à moustache qui apparaît dans la plupart des films Marvel et qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an, grand créateur de la plupart des personnages iconiques de la firme. L'histoire, aussi bien la couverture que l'intérieur, est dessinée par John Romita Sr., un grand nom dans le dessin des comics américains. D'ailleurs, avec Stan Lee dans les années 60, il va signer certains des plus grands épisodes de Spider-Man. Numéro donc paru en septembre 54 chez Atlas Comics. En fait, Atlas, c'est l'ancien nom de Marvel. La firme ne s'appelle Marvel qu'à partir des années 60. Donc, ce Capitaine Amérique casseur de coco,
figure sur la couverture où on nous promet une grande dose de suspense et d'action qu'on ne pourra peut-être pas supporter. Et on nous invite à venir voir Captain America défier les hordes communistes. Tout un programme, vraiment le ton est donné, hein, ça va castagner, et on aura droit à un homme face à l'ensemble de l'URSS visiblement. Et je vous ai donc envoyé une feuille avec différentes questions, dont la première concernait un tableau que je vous ai demandé de remplir en analysant la couverture, avec d'un côté la représentation de Captain America et de l'autre celle de ses ennemis. Alors, intéressons-nous tout d'abord aux apparences. Captain America, ce qui saute aux yeux, hein, c'est qu'il est habillé du drapeau américain et il s'en protège grâce au bouclier qui lui aussi est aux couleurs du Stars and Stripes, le drapeau américain, donc Stars à cause des étoiles, les 52 étoiles des États, et Captain les 50 étoiles des États, pardon, devrais-je dire plutôt, et Captain America et les 13 bandes des anciennes colonies que Captain America porte sur son torse. À côté de ça, on peut aussi voir que Captain America est fort et triomphant, puisqu'il peut soulever ses ennemis à la seule force de ses bras, sans vraiment de problème. Bon, alors là, il en a parce qu'il se fait tirer dessus, mais voilà, il peut affronter à main nue un seul homme. Et il est endurant, puisque alors qu'il porte cet homme, il se fait tirer dessus et il se prend des éclairs. C'est vraiment le surhomme américain. Alors, quand on connaît le comic book, on sait qu'il a des super pouvoirs, mais comme ça, on dirait surtout que c'est un homme qui, mu par sa volonté, peut endurer tout ça. Et les communistes alors, qu'en est-il? Eh bien, on peut dire qu'ils sont inhumains. On a ce monstre qui vous aura pas échappé, qui lance des éclairs, qui est une créature verte et grotesque qui n'a pas de visage. Et les soldats, en parlant de visage, ben, eux, ils sont un peu grossiers, hein. Regardez celui que Captain America supporte, il n'est pas très beau, hein, et les traits sont volontairement exagérés. Des traits qui nous montrent sa peur, puisque, mais comme ça, on en reparlera tout à l'heure. Et aussi, on peut observer qu'il porte les emblèmes de l'URSS. Le monstre porte sur son torse, comme à l'instar de Captain America qui porte le drapeau américain ou Superman S, lui, il porte l'emblème de l'URSS, à savoir le marteau et la faucille, qu'on retrouve bien naturellement sur les uniformes des soldats, que ce soit sur l'épaule de celui qui est soulevé par Captain America ou les casquettes de ceux qui sont en arrière-plan. Et qu'en est-il des valeurs? Captain America, donc, on revient à son costume, il incarne les couleurs de l'Amérique qu'il protège du communisme. Il incarne les valeurs américaines, hein, la liberté, l'American Way of Life, donc le mode de vie américain, le capitalisme. Il est tout ce rêve américain incarné qui se protège face à ses ennemis comme le communisme de l'URSS. Il incarne aussi le courage, puisqu'il est seul et sans armes. Alors, il a un bouclier, certes, mais il ne l'utilise même pas ici. Et le bouclier, c'est une arme défensive et pas d'attaque. C'est donc quelqu'un qui défend, c'est pas quelqu'un de violent, en fait, hein. Ce n'est pas un assaillant, c'est un défenseur. Alors que les communistes, eux, c'est un peu l'inverse. Les communistes, en fait, sont un miroir déformé ici de Captain America. Puisque si lui, il est courageux, il n'hésite pas à se défendre seul, eux, ils sont lâches. Ils l'attaquent, comme je l'ai dit, avec des armes à feu et dans son dos. On a un monstre qui a carrément des pouvoirs magiques qui sont ici d'envoyer des éclairs. Et il n'hésite pas aussi à molester le pauvre Bucky, le partenaire adolescent de Captain America. Mais ils sont faibles finalement, puisqu'ils ont besoin d'être plusieurs pour ne même pas réussir à battre un homme désarmé, alors qu'ils sont armés, et c'est tout juste s'ils arrivent à plaquer au sol un jeune homme qui est encore plus désarmé que Captain America. On a donc vraiment ici des miroirs déformés. Regardez notamment Captain America et le monstre. Le monstre est inhumain, il est grossier, il est pas vraiment très musclé, son visage n'a pas de forme, mais il a un emblème, comme le héros. D'ailleurs, petite parenthèse, les couleurs sont importantes. Si vous regardez de manière générale dans la culture, et puis notamment dans la culture pop des comic books, Captain America porte les couleurs positives qui sont généralement affiliées au héros. Le bleu, le rouge, le blanc aussi, on va retrouver ça chez Superman, chez Wonder Woman, chez Spider-Man, chez les héros en fait les plus iconiques.
Tandis que le vert et le mauve, ce sont généralement des couleurs négatives. C'est Lex Luthor, la némésis de Superman, qui a un costume ou une armure de ces couleurs-là. Pareil pour les ennemis jurés de Spider-Man, le bouffon vert est jaune et mauve. Le Docteur Octopus a souvent une combinaison verte. J'ai dit quoi pour le bouffon vert, je voulais dire vert et mauve, pardon. Voilà, c'est vraiment des couleurs généralement qu'on assimile aux grands méchants. Et on peut se demander, mais à qui ça s'adresse finalement cette couverture? Et quels sont les messages qu'elle cherche à faire passer à son auditoire? Alors, qui lit des comics à l'époque? Ce sont les Américains. On en trouve en France ou ailleurs, hein, on en trouve dans certains pays, ça s'exporte, mais c'est avant tout écrit pour et par des Américains. À l'époque, les comics sont pas encore trop, sans rentrer dans les détails, de manière générale, on ne pense pas forcément à l'international, on pense avant tout à son marché principal, à savoir pour les comic books américains, bah, les États-Unis. Et aux Américains, on veut montrer ici que l'armée américaine est plus forte que celle de l'URSS, puisqu'un homme désarmé vaut mieux que tout un bataillon armé et peut même affronter les armes de dernier cri. Ici, Electro le monstre, hein, c'est une centrale électrique vivante, il est vert, enfin c'est peut-être même, on peut même penser à une centrale nucléaire sur pattes, et Captain America, lui, est plus fort que lui. Et puis, qui lit des comics à l'époque, c'est avant tout des enfants, ou tout du moins c'est avant tout pour eux que certains éditeurs comme Atlas produisent des œuvres. Et donc là, Captain America, c'est un modèle à suivre, le courage, le patriotisme, tandis que les communistes de l'URSS, eux, ils sont lâches, ils sont fourbes, ce sont vraiment des anti-américains. Il faut les combattre, c'est un modèle à rejeter. D'ailleurs, pour l'anecdote, si les super-héros ont des compagnons adolescents, hein, Robin, Bucky, etc., c'est en fait une idée qui apparaît qui apparaît au début des années 40. Si on adjoint Robin à Batman, c'est qu'à l'époque, les auteurs se disaient, alors c'est à la fois un peu pour adoucir les comics qui sont vus comme quelque chose de violent, donc s'il y a des enfants dedans, bah, c'est que finalement c'est pour les enfants, et il y a aussi peut-être cette idée que les enfants pourront s'identifier à lui. Bon alors, entre nous, hein, entre s'identifier avec le héros principal fort ou le jeune gringalet qui à chaque fois se fait attraper par le méchant et qu'il faut sauver, je pense que vous comme moi on choisit vite lequel des deux personnages on veut être. Alors, Captain America, c'est un personnage donc qui ici clairement on voit a l'air d'être un héros de propagande. Alors attention, quand vous dites oui, ce sont des films de propagande et tout, alors oui, c'est vrai, c'est de la propagande de l'idéologie américaine. Pour avoir lu le numéro et d'autres numéros de cette époque, les soviétiques et tous leurs alliés, comme les Chinois par exemple, Captain America en affronte aussi, bah, sont montrés unilatéralement comme des méchants, hein, ils sont unidimensionnels, mais attention, ce sont des produits de leur temps et aussi surtout c'est pas de la propagande officielle, même si c'est un héros militaire, c'est pas non plus l'armée ou le gouvernement qui demande à ce que cette œuvre-là soit imprimée. Et surtout, il serait bête de penser que de manière générale, Captain America est un héros nationaliste, hein, totalement pro-américain sans aucune nuance. C'est pas tout à fait vrai. Il est patriotique, certes, mais il est quand même très nuancé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et puis il faut un peu s'intéresser à ses origines pour comprendre vraiment quel est le projet derrière. Alors si vous avez vu notamment bah, le film de 2011, vous connaissez un peu son histoire, hein, un gringalet rejeté par l'armée parce qu'il est trop faible pour devenir soldat et qui va subir une expérience et devenir le surhomme qui va sauver la nation face aux villes nazies commandées par Red Skull, le crâne rouge en français, son double négatif. Mais avant de devenir un film, ça a été évidemment un comic book qui paraît en décembre 1940, scénarisé par Joe Simon et dessiné par Jack Kirby. Un très très grand nom d'ailleurs de la bande dessinée en général, Jack Kirby. Publié par Timely Comics, qui est le nom que portait Marvel dans les années 40. Alors, ce personnage est intéressant de par le fait de la date à laquelle il apparaît. Décembre 1940. On est en fait un an avant Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis en guerre.
Et à cette époque, l'opinion est partagée. Vous avez une partie de la population qui pense qu'il ne faut pas entrer en guerre. Certains pensent que si, pour plein de motifs différents, hein, que ce soit idéologique par rapport au nazisme, que ce soit parce que économique, parce qu'on se dit que bon, bah, si c'est l'Allemagne qui gagne, ça va peut-être pas profiter aux États-Unis, ou alors il y a même la crainte qu'ensuite les Allemands viennent quand même s'attaquer aux États-Unis. Il y a plein de raisons. Une grande partie donc de la population est attentiste, l'autre veut y aller, et vous avez même une minorité hein, qui est pro-nazi. Il y en a quelques-uns aux États-Unis. Bon, ils sont très minoritaires. Et en fait, Joe Simon, de son vrai nom Jaime Simon, et Jack Kirby, de son vrai nom Jacob Kurzberg, ce sont en fait des enfants d'émigrés juifs qui, comme beaucoup de juifs américains de l'époque, s'inquiètent de l'Europe et voient même des cousins venir depuis quelques années se réfugier aux États-Unis. Et ils convainquent donc Martin Goodman, le propriétaire de Timely Comics, de lancer un héros patriotique. Alors c'est pas le premier, c'est le deuxième. Il y en a eu un The Shield quelques temps avant, mais l'idée n'est pas que de surfer sur le succès d'un héros concurrent. Alors à l'époque, tout le monde se copie. Hein. Superman a été photocopié des dizaines de fois, Batman aussi, eux-mêmes ont copié d'autres héros, bref. Et l'idée, c'est vraiment de faire un héros quelque part militant, de dire, bah, nous on se positionne comme anti-nazi. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils auront même droit à des lettres de menace au point où le maire LaGuardia, qui était donc la personne en charge de New York à l'époque, les appellera pour leur dire ne vous inquiétez pas, je vais poster des policiers devant les locaux quelque temps et bon, personne ne viendra les menacer. Mais c'est pour vous montrer quand même que c'était la question des opinions pro et anti-guerre était au cœur des débats à l'époque. Vraiment, ça provoquait des tensions. Alors le personnage, pendant un an d'ailleurs, ne va pas en Europe, puisque les États-Unis ne sont pas en guerre, mais combat des saboteurs infiltrés aux États-Unis. Il finira évidemment par rejoindre le front en 1942 quand les États-Unis seront entrés dans la danse. D'ailleurs, Simon et Kirby partiront après 10 numéros. Ils seront remplacés par d'autres, dont Stan Lee, qui va commencer sa carrière notamment sur ce titre. Alors ici, je vous mets un épisode, le 13, dessiné par Al Avison, où on voit que Captain America ne s'attaque pas que aux nazis, mais aussi aux Japonais. Ici, vous pouvez lire, hein, vous avez commencé, maintenant, nous allons le finir. Et il attaque donc un Japonais qu'on peut même identifier comme l'empereur Hirohito. Et en bas, au pied des personnages, on peut voir une reproduction de ce qui semble être Pearl Harbor. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent les couvertures n'ont pas grand-chose à voir avec l'intérieur. Dans le premier numéro, Captain America ne punch pas Hitler. Dans le 13, il ne va pas frapper non plus Hirohito, mais il affronte par contre des Japonais. Et là, on peut voir aussi que la représentation des Japonais est très 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 caricaturale, bon, pour pas dire raciste, enfin voilà, c'est autant dire que les Américains, pour représenter leurs ennemis, ils n'ont pas attendu les années 50 avec l'image des communistes que vous avez vu avant pour grossir les traits de manière très exagérée. Mais Captain America, s'il est va-t-en-guerre dans les années 40 et s'il est ouvertement anticommuniste dans les années 50, le personnage est totalement réinventé dans les années 60. Stan Lee et Jack Kirby, encore eux, dans le numéro 4 des Avengers, vont ramener Captain America, qui était prisonnier dans un bloc de glace depuis la fin de la Seconde Guerre. Alors, comment se fait-il qu'il a eu des aventures à la fin des années 40 et des années 50? On expliquera plus tard qu'il y a eu des remplaçants. Et le personnage va même devenir social. Là, je vous ai mis un numéro de Captain America and the Falcon. À un moment donné, le titre de la série change pour devenir celui-ci parce que le héros étoilé va faire équipe avec Falcon, le faucon en français. Un héros donc issu des minorités afro-américaines qui vient de Harlem et qui témoigne de l'ouverture d'ailleurs des comics sur ce type de questions, souvent bien avant les séries télé et les cinémas. Les comics se montrent assez avant-gardistes là-dessus. Il y a aussi d'ailleurs Black Panther, autre grand héros de la communauté noire, qui apparaît dans ce numéro. Et Captain America va totalement être, comme beaucoup de personnages de fiction d'ailleurs, hein, un miroir un peu de l'Amérique. Dans les années 60, il va donc être question de problèmes dans des quartiers comme Harlem. Il va critiquer ouvertement Nixon après le scandale du Watergate, dans un épisode mémorable où on découvre que le chef d'une organisation nazie qui veut prendre le contrôle du pays est en fait le président lui-même.
Dans les années 90, Captain America sera anti-Reagan. Reagan et sa femme deviendront des hommes serpents durant un épisode, hein. Le serpent, quand même, symbole de fourberie et de mal. Captain America, dans les années 70 et 80, deux fois donc abandonnera son costume. Il sera remplacé dans les années 80 par une version plus extrême. Et puis, dans les années 2000-2010, ça continue. On a la fameuse histoire Civil War des années 2000 où chez Marvel, on a carrément Captain America qui meurt à la fin après avoir affronté le gouvernement, ou très récemment dans l'histoire secrète Empire, paru il y a 3-4 ans, on- c'était une histoire de Marvel qui critiquait la montée un peu des extrêmes aux États-Unis. Ben, Captain America devenait Captain Hydra, on découvrait que ses ennemis, l'Hydra, lui avaient lavé le cerveau un peu donc un peu une métaphore de l'Amérique dont où certaines idées commençaient à devenir populaires et puis enfin, certains vont jusqu'à dire que ça illustrait la course à la présidence de Trump. Voilà, tout ça pour vous dire que bah, déjà les comics comme les films ou le cinéma ou la littérature reflètent souvent l'actualité de leur pays, mais aussi que des icônes comme Captain America, il ne faut pas s'arrêter au premier degré à leur simple apparence et toujours vous dire toujours vous renseigner derrière, lire et voir un peu ce qu'il en est, ne pas s'arrêter aux premières impressions. Mais revenons en arrière, revenons justement aux années 60, à l'époque où l'un des présidents encore aujourd'hui les plus populaires des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, était président. C'est ce que je vous propose dans le document 2, le face-à-face dans les années 60. On peut voir sur cette caricature, publiée en octobre 62 dans un journal, alors un journal britannique cette fois-ci, le Daily Mail, euh, une caricature qui nous montre Kennedy face à Khrouchtchev, le grand patron de l'URSS, celui qui a succédé à Staline à la tête de cet empire communiste. Alors ce qui est intéressant ici, c'est la représentation. Je vous ai demandé de me décrire l'image, et ben on peut voir que Kennedy, lui, ben, par rapport à Khrouchtchev, quand même, il présente mieux, hein, il a un beau costume, il est bien droit dans ses bottes, alors que Khrouchtchev est un peu plus débraillé, et surtout Kennedy, il est très droit. On voit qu'il a une seule goutte de sueur très droite, tandis que Khrouchtchev, lui, de l'autre côté, sue vraiment des cascades. Et ils font donc un bras de fer, le bras de fer a l'air tendu, et chacun a le doigt appuyé sur un bouton relié à une bombe atomique sur laquelle son adversaire est assis. Et on voit que Khrouchtchev, qui a l'air au bout du rouleau, est prêt à appuyer, alors que Kennedy, non. Lui, avec son regard droit, se retient. Lui, il n'est pas prêt à appuyer dessus. Je vous ai donc mis la correction que je vous enverrai que je vous ai envoyé par mail. Donc, le président américain John Fitzgerald Kennedy affronte au bras de fer le chef de l'URSS Nikita Khrouchtchev. Ils sont chacun assis sur une bombe que l'autre peut faire exploser à l'aide d'un bouton. La situation est tendue pour les deux, mais JFK semble plus déterminé et avoir l'ascendant sur son adversaire, qui transpire davantage et semble prêt à appuyer sur le bouton. Cette image représente la crise de Cuba, dont je vous parlais l'autre fois, la fameuse crise des missiles. Et ici, on a une vision britannique de l'événement. Les Britanniques qui sont du côté américain et qui semblent donc mettre plutôt en avant le président Kennedy. D'ailleurs, des deux, c'est celui qui est tourné vers nous, tandis que Khrouchtchev nous tourne le dos. Alors, la correction type que je vous ai envoyée est: cette caricature illustre les tensions entre les États-Unis et l'URSS liées à la possibilité d'une guerre nucléaire entre les deux pays possesseurs de bombes atomiques, ce qui provoquerait leur destruction mutuelle. La crise des missiles de Cuba en 1962 a été l'apogée de ces tensions. Car oui, on a théorisé depuis quelques années ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, à savoir, vu que chacun dispose d'un armement nucléaire qui peut détruire l'autre, mais avec des retombées qui finiraient par le toucher, ben, personne n'ose attaquer, parce que sinon cela assurerait une destruction mutuelle. Mais on n'est parfois pas passé loin. La crise de Cuba en 62, je l'expliquais la dernière fois, on était à, comme dit l'expression, 2 minutes avant minuit, puisque on représente souvent la possibilité que l'apocalypse arrive avec une horloge qui se rapprocherait de plus en plus de minuit à mesure que les tensions augmenteraient. Et on estime donc que là, on était à deux doigts d'y passer. Et suite à cet événement,
les relations entre Moscou et Washington vont un peu s'améliorer, on va installer le fameux téléphone rouge, une ligne directe entre les deux présidents qui ne peut pas être écoutée et qui leur permet de communiquer en cas de problème. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde, pas du tout, on le verra, il y a d'autres périodes de tension qui arriveront, mais cela a sans doute permis de résoudre pas mal de problèmes. Alors, dans la culture, ça ne s'arrête pas, cette lutte idéologique, après les années 60. On va avoir les États-Unis, comme on en parlait l'autre fois, notamment embourbés dans la guerre du Vietnam. Ils en sortiront en 73 et la guerre, elle, se termine vraiment en 75. Et de nombreux films vont très rapidement traiter de cela, de ce traumatisme. C'est le cas, par exemple, de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, qui sort en 78 avec Robert De Niro dans le rôle principal. On voit des rescapés de la guerre du Vietnam essayer tant bien que mal de se réhabituer à la vie en société. Un thème qui est traité de façon un peu plus musclée dans le film de Ted Kotcheff de 82, Rambo, ou First Blood en VO, c'est-à-dire le premier sang, puisque Rambo ici ne fait que réagir. Ce n'est pas lui qui verse le premier sang, mais on l'attaque et il contre-attaque. Alors, pour être plus clair, John Rambo, c'est un vétéran du Vietnam qui déambule aux États-Unis sans logement, sans travail, et un shérif ne veut lui interdire de se loger dans sa ville. Et de là, l'escalade de la violence va commencer, puisque les policiers vont arrêter Rambo, vont le maltraiter, et le traumatisme du commando des bérets verts dont il faisait partie, tous les traumatismes qu'il a eu durant la guerre vont remonter, et son entraînement va en faire une vraie machine à tuer. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que Rambo, qui d'ailleurs est adapté à la base d'un bouquin, est un peu une image inversée de Captain America. Il y a vraiment les quelques flashbacks qu'on a de la Seconde Guerre, de la guerre du Vietnam. C'est Rambo qui est entraîné ou qui est torturé. Et on a un peu, si Captain America c'est une expérience qui tourne bien, lui c'est un peu une expérience qui tourne mal. Il est d'ailleurs le dernier de tous ses camarades, comme il l'apprend au début du film, à avoir survécu à la guerre, vu qu'ils ont été intoxiqués par l'agent orange et tous ces produits qui ont été lâchés par les États-Unis là-bas. On voit donc dans ce film qui est beaucoup plus malin que ce qu'il y paraît, critique de nombreux aspects. Donc, les soldats qui eux-mêmes meurent de maladies revenant du front, qui n'arrivent pas à s'adapter dans la société et qui sont rejetés. On a quand même un flic qui doit représenter l'ordre, qui rejette Rambo, un ancien vétéran lui-même, puisque, alors ça c'est très subtil, dans son bureau on voit que le shérif de la ville est un ancien de la Corée, qui méprise Rambo qui est un ancien du Vietnam. Il y a aussi alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, mais il y a aussi cette petite guerre finalement entre vétérans de Corée et du Vietnam et surtout la perception des deux guerres aux États-Unis. Sachant qu'au moins en Corée, ils ont réussi à garder une moitié de pays, tandis qu'au Vietnam, les États-Unis ont totalement perdu. C'est un peu la guerre qu'on essaie d'oublier, c'est un peu la guerre honteuse. Les films très marquants sur l'expérience militaire ne se limitent pas à cela. Il y a trois autres monuments qu'il faut à tout prix avoir vus dans sa vie. Il y a le mythique Apocalypse Now de Francis Ford Coppola de 79, dont le tournage lui-même a été un véritable champ de bataille. Film à voir absolument avec des acteurs, notamment Marlon Brando, qui sont hypnotiques. Platoon d'Oliver Stone, avec cette célèbre affiche de Willem Dafoe qui est à genoux. Un film qui lui aussi parle des horreurs du front. Et enfin, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui est célèbre notamment pour sa première partie où les recrues, qui pour la plupart n'ont rien à faire à la guerre, sont entraînés par le terrible sergent Hartman. Regardez sur YouTube les séquences du sergent Hartman, c'est cultissime. Et voilà, film encore une fois qui nous annonce une épopée de la guerre du Vietnam, mais en fait c'est totalement cynique, hein. Le film essaie vraiment de nous démontrer l'absurdité de la guerre en général et de la guerre du Vietnam en particulier. Donc des films qui paraissent de la fin de la guerre, donc 78 pour Voyage au bout de l'enfer, jusqu'à une bonne dizaine d'années après, vu que Full Metal Jacket est de 87. Mais à côté de ça, on a aussi des films, on va voir, qui vont être un peu plus revendicatifs. Puisque après la période de la fin des années 70, où on doit se remettre tant bien que mal de cette défaite, on a justement un acteur, Ronald Reagan,
connu pour avoir pour avoir joué dans beaucoup de westerns, notamment des années 50-60, qui s'est lancé dans la politique et qui finit par devenir le candidat républicain, avec en 80 son slogan Let's Make America Great Again. Je crois que vous le connaissez, ce slogan. Donald Trump l'a abondamment repris lors de sa campagne il y a 4 ans, et à n'en pas douter, il pourrait encore le réutiliser pour la prochaine. D'ailleurs, les républicains ne sont pas le seul à l'avoir réutilisé, puisque Bill Clinton, lui-même démocrate, dans les années 90, a de temps en temps réutilisé cette expression qui était devenue populaire et qui était ancrée dans la tête des Américains. Reagan arrive au pouvoir et il compte vraiment sortir de cette période défaitiste et redorer un peu le blason américain. Et cette mentalité, on va la retrouver dans une grande partie de la production hollywoodienne de l'époque. On va avoir des héros comme Braddock, personnage incarné par Chuck Norris dans les 3 volets de Portée disparue. Vous avez ici l'affiche du premier, sorti en 84, réalisé par Joseph Zito. Ou le retour de Rambo, dans Rambo 2, la mission, de George Pancosmatos, sorti en 85. Des héros totalement riganiens, puisque dans Rambo 2 et dans Portée disparue 1 et 3, Chuck Norris et Stallone vont tout simplement, à eux tout seuls, aller au Vietnam récupérer des soldats qui sont restés prisonniers et au passage regagner la guerre à eux tout seuls. On a vraiment un esprit revanchard, on a perdu cette guerre, mais on y retourne et on fait comme si on allait la regagner. Il y a une espèce de nouvelle victoire qui veut être faite dans les mentalités. Alors ce cinéma-là va faire des émules. On aura à côté de ça un autre genre, à savoir plutôt le cinéma d'invasion, comme avec L'Aube rouge de John Milius, un film qui d'ailleurs a eu droit à un remake il y a quelques années avec Chris Hemsworth, l'acteur qui incarne Thor, on revient toujours au film Marvel, où on a une bande de jeunes, donc la jeunesse américaine, qui à elle seule va former une résistance avec ce qu'elle trouve. Vous pouvez voir des mitrailleuses, des lance-roquettes, mais aussi des arcs, donc avec ce qu'ils trouvent comme arme pour repousser l'envahisseur rouge, donc le rouge, la couleur des communistes, ou Invasion USA où Chuck Norris, encore lui, comme le dit l'affiche, l'Amérique n'était pas prête, lui si. Et Chuck Norris joue un ancien commando ou agent de la CIA qui vit reculer et qui, alors que des hordes de, alors on ne sait pas trop, de communistes, latinos, enfin asiatiques, il y a un peu de tout, russes, enfin il y a un peu un mélange, c'est vraiment tous les ennemis des États-Unis qui un beau soir débarquent en Floride et commencent à envahir les États-Unis et à faire des méfaits. Et Chuck Norris, un peu comme l'esprit américain, arrive tout seul à savoir où un méfait est commis et vient à la rescousse. Alors donc on a ces films d'invasion, de la peur que les États-Unis soient envahis, mais on a aussi les États-Unis qui vont envahir l'URSS. Alors on a Rambo 3, qui est basé sur un vrai conflit, à savoir la guerre d'Afghanistan, qui a lieu de 78 à 89, où les Américains, par la CIA notamment, vont entraîner et armer des rebelles afghans qui veulent repousser l'envahisseur soviétique. D'ailleurs, on peut voir ça sur l'affiche où on a donc Rambo triomphant avec son arc et ses flèches explosives et qui surplombe un hélicoptère américain qui lui-même est au-dessus d'une armée de Moudjahidines à cheval. Donc on a voilà toute la puissance américaine qui vient insuffler l'esprit de la résistance aux pauvres Afghans envahis par les soviétiques. Et surtout, on a peut-être un des films riganiens par excellence, l'incroyable Rocky IV, qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, où Rocky va aller venger son ami Apollo Creed tué par Ivan Drago, un espèce de Terminator, littéralement, on peut le voir ici, incarné par Dolph Lundgren, qui a donc assassiné son ami, et il va non seulement venger son ami, et en même temps vaincre l'URSS tout seul. On voit les deux personnages représentés ici. D'un côté, Ivan Drago avec son short aux couleurs de l'URSS, et Stallone qui lui a un short aux couleurs des États-Unis. Alors je vous disais Terminator, pourquoi? Parce que d'un côté, Ivan Drago, lui, a un entraînement à la pointe de la technologie, on lui met des capteurs, les ordinateurs calculent ces données, tandis que le brave Rocky va s'entraîner dans la nature auprès du vrai peuple russe opprimé par son gouvernement.
Et à la fin, ça aussi, allez voir sur YouTube ce discours une fois que Rocky a gagné, qui est juste hallucinant. On croirait qu'à la fin d'un match de boxe, un Américain a mis tout seul fin à la guerre froide. Et il fait la leçon à tout le bloc de l'Est. Il faut vraiment le voir pour le croire. Mais ces films revanchards ou militants vont se heurter à la réalité qui est la fin des deux blocs. Puisque avec l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir en URSS en 1985, la fin du bloc de l'Est commence à poindre. Gorbatchev met en place des nouvelles politiques, notamment économiques, et s'ouvre sur l'Est. Ici, je vous mets une photo, s'ouvre sur l'Ouest plutôt. Ici, je vous mets une photo où, le 8 décembre 1987, il signe avec Ronald Reagan un traité pour désarmer les missiles postés en Europe. Et ce réchauffement des tensions, ou plutôt enfin réchauffement dans le beau sens, hein, le fait que on sent qu'on est sur la fin d'une période, se reflète dans le cinéma, avec dès 88, avant même la fin des blocs, la sortie de Double Détente ou Red Heat, la chaleur rouge en VO de Walter Hill en 88, ou Arnold Schwarzenegger, forcément je vous ai parlé de Stallone, il fallait bien que je parle de Schwarzenegger, fait équipe avec James Belushi. Schwarzenegger incarne Ivan Danko, alors on est proche de Ivan Drago, le meilleur flic russe qui est implacable, qui est encore une fois une véritable machine, on croirait revoir le Terminator, qui va faire équipe avec un flic américain qui lui, vous le voyez là, un café à la main, clope au bec, est très détendu, très cool. Je vous invite à voir la bande-annonce, ça apparaît vraiment dedans. Et donc il fait équipe avec lui pour retrouver un ennemi soviétique, un ancien général il me semble, qui s'est réfugié aux États-Unis. Et ça illustre donc l'ouverture entre les deux pays. C'est un film plutôt sérieux avec quelques petits moments d'humour et évidemment de nombreux clichés sur l'URSS. Mais bon, les traits sont aussi volontairement exagérés. James Belushi qui représente les États-Unis, bon, on ne peut pas dire non plus qu'il montre son pays sous son meilleur jour, vu le caractère de son personnage. D'ailleurs, Stallone et Schwarzenegger sont eux-mêmes des vrais produits réganiens. Schwarzenegger, un émigré autrichien, Stallone, un enfant d'émigré italien, tous les deux vont se monter tout seuls. La saga des Rocky, d'ailleurs, est vraiment une saga réganienne, mais c'est à partir du 3 où elle tombe dans les excès. Le 1 et le 2, si vous n'avez jamais vu, regardez-les avec le premier Rambo. Ce sont vraiment de super beaux films à voir au moins une fois, voire plusieurs dans sa vie. Et donc, tout ça, tous ces accords signés par Gorbatchev avec Reagan et les autres dirigeants de l'Ouest, nous mènent à un événement qui aura lieu le 9 novembre 89. Une nouvelle ère qui va s'ouvrir à Berlin. Mais je ne vous en dis pas plus sur la chute du mur et du bloc soviétique. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description vers une vidéo qui revient sur Gorbatchev, puis qui vous parlera de la chute du mur de Berlin et enfin de la fin des deux blocs. Merci de votre écoute.